Bonjour, je m'appelle Faouzia Farida Charfi, je suis physicienne, professeure à la faculté des sciences de Tunis. J'ai commencé à enseigner à l'université tunisienne moins de 10 ans après l'indépendance de mon pays. Pour moi, c'était important de contribuer à la formation des jeunes Tunisiens dans le domaine des sciences. Les former dans le domaine des sciences, c'était contribuer au développement du pays. Mais à mon grand étonnement, plusieurs années après mes premières années d'enseignement, début des années 80, j'ai vu apparaître les signes de la montée de l'extrémisme religieux dans cet espace qui était dédié à la science et au savoir. Certains de mes étudiants ne voulaient pas accepter la démarche scientifique. Lorsque je leur enseignais la relativité restreinte, ils me rétorquaient que la vitesse de la lumière était infinie, elle ne pouvait pas être finie et qu'Einstein s'était trompé. Et en fait, pour eux, c'était une véritable conviction. La lumière et l'infini sont les signes de la puissance divine. C'était une conviction que je ne pouvais même pas remettre en cause alors que j'étais leur professeur de physique. Cette attitude face à la science m'a interpellée. Elle m'a troublée, bien sûr, et elle m'a amenée à m'interroger et à m'intéresser à la difficile question de la relation entre science et religion, et plus particulièrement, au départ, science et islam. Et en fait, c'est ce qui m'a amené donc à lire sur ces questions-là, à rencontrer beaucoup de personnes, et puis finalement, je me suis décidée à écrire un ouvrage autour de ces questions-là, science et religion, pas seulement dans les pays musulmans, mais aussi dans les pays occidentaux. Donc j'ai écrit La science voilée, paru aux éditions Edith Jacob en 2013. Alors je peux résumer ce livre en disant que c'est un appel pour l'autonomie de la pensée, c'est un plaidoyer pour l'intelligence face aux obscurantistes. Alors pour commencer, je décris un petit peu les siècles où le monde musulman était au-devant de la scène scientifique. Donc je fais un petit peu d'histoire des sciences, pas comme une historienne des sciences, mais parce que voilà, ça fait partie aussi de mes préoccupations. Et donc j'évoque la longue période du 9e au 15e siècle, au cours de laquelle le monde musulman s'est distingué dans le domaine scientifique, dans le domaine des mathématiques, de l'astronomie, de l'optique, de l'alchimie, des sciences de la vie, de la géographie, de la philosophie aussi, bien sûr. Alors, je parle de la science arabe, c'est-à-dire la science écrite en arabe, et qui doit avoir une véritable place dans l'histoire de la science, car les penseurs et les savants arabes n'ont pas été que des transmetteurs de la science et de la philosophie grecque. Ils ont aussi contribué aux avancées scientifiques. Ils ont initié des nouveaux champs. Ils ont réactivé l'héritage des anciens et ils ont mis en œuvre donc une rationalité scientifique et conçu aussi quelque chose qui est extrêmement important pour la science, dans la science, c'est l'expérimentation. Et là, je cite longuement quelqu'un dont on a beaucoup parlé ces dernières années, c'est Ibn Haytham, donc Alhazen pour les latins, qui a conçu la chambre noire et qui a compris que la lumière n'avait pas de relation directe avec l'œil et que le rayon lumineux se propage indépendamment de l'œil. Et vous voyez qu'à partir de là, eh bien, la théorie de la vision est distincte de la théorie de la lumière, c'est la naissance de l'optique. Et je pourrais citer d'autres disciplines comme ça scientifiques où le monde musulman s'est distingué. Mais malheureusement, peu à peu, la science a disparu du monde musulman. Elle a continué son chemin en Europe. Et vous êtes bien placé en Europe pour vous rappeler le combat qu'il y a eu autour du géocentrisme. Donc c'est Copernic qui fait la révolution, qui décentre la Terre, qui décentre l'homme du même coup, et qui place le Soleil au centre de l'univers.
Galilée, lui, ose pointer sa lunette vers le ciel et il dévoile le monde céleste avec ses imperfections. Horreur, car il détruit l'image du monde aristotélicien qui oppose le monde sublunaire, corruptible, au monde céleste, où est supposée régner la perfection absolue. Alors la science avance en Europe au cours de ces XVIe et XVIIe siècles, au prix d'un combat contre le dogme établi. Souvenons-nous du procès de Galilée. La science poursuivra son chemin dans ces pays européens, ces contrées du Nord, alors qu'elle a disparu de la scène dans les pays d'islam. Et ce n'est qu'au XIXe siècle que la prise de conscience du retard scientifique a lieu dans le monde musulman. Le déclencheur, c'est l'expédition Bonaparte en Égypte en 1798. Et le XIXe siècle va être celui de la renaissance musulmane, la Nahda, avec de grandes réformes politiques. Alors je vais citer mon pays, la Tunisie, dans ce siècle de réformes, évidemment, la Tunisie qui est au cœur de la Méditerranée. Et donc, quelques grandes dates extrêmement importantes. 1840, on revient à la science, aux sciences exactes qui avaient disparu dans nos contrées, puisqu'on les enseigne dans la nouvelle école militaire, école polytechnique du Bardo. Et puis, on enseigne aussi dans cette école les langues étrangères. 1842-46, une date extrêmement importante dans l'histoire de l'humanité, je dirais, c'est la question de l'esclavage. Eh bien, en Tunisie, entre 1842 et 1846, l'esclavage est aboli. Je continue sur ces grandes réformes qui changent le pays. 1857, c'est le pacte fondamental, une sorte de déclaration des droits de l'homme. Et 1861, la première constitution de la Tunisie. Je termine avec une grande date pour ceux qui font partie du monde de l'éducation, c'est la création du collège Sadiki qui va former un certain nombre de Tunisiens et d'où va sortir effectivement ceux qui, au cours du début du XXe siècle, vont lutter pour l'indépendance du pays. Alors, on peut se dire, mais que s'est-il passé donc le collège Sadiki 1875, que s'est-il passé un siècle plus tard dans ce pays, la Tunisie, où la modernité commençait à s'inscrire dès le 19e siècle? Que s'est-il passé pour que des étudiants en arrivent à refuser une théorie scientifique et à subir une sorte de régression, en fait, refusant la science? Alors, c'est avec la montée de l'islamisme, j'explique ça dans le détail, fin des années 70, une période que j'ai bien vécue à l'université, mais aussi que j'ai vécue en tant que militante des droits de l'homme, puisque j'ai fait partie de ceux qui avaient été condamnés par la Cour de sûreté de l'État en 1968, par Bourguiba, qui était un grand moderniste, mais qui n'était pas réellement un démocrate. Donc, fin des années 70, on voit cette montée de l'islamisme en Tunisie et ce qui est remarquable, c'est que l'islamisme se traduit bien sûr par un certain nombre de diktats sur le plan politique, mais se traduit aussi par un changement d'attitude par rapport à la science. Et pourquoi ce changement d'attitude? Le point de départ, c'est le fait que la science ne peut pas échapper à la religion, elle n'a pas à se libérer de la religion comme elle l'a été, donc je disais tout à l'heure, en Europe du temps de Copernic et Galilée. Et cet islam politique donc a une certaine conception de la vérité. L'unique vérité, c'est la vérité de la révélation. Et donc, seule cette vérité-là doit dominer, y compris le monde scientifique. Et donc, c'est cette conception qui est à l'origine de ce qu'on appelle le concordisme musulman, qui est né au XXe siècle et qui s'est amplifié de manière exponentielle avec Internet, donc dans la fin du XXe siècle, il y a
malheureusement beaucoup de sites internet qui propagent ce point de vue, donc le concordisme musulman, qui consiste à dire que toute la science, toutes les découvertes scientifiques existent dans le texte coranique. Et c'est ce qui est appelé les miracles scientifiques du Coran. Alors, qu'est-ce que l'on trouve dans ces miracles scientifiques du Coran? On va retrouver l'expansion de l'univers, la conquête spatiale, les trous noirs, la formation des montagnes, l'embryologie, etc. Et en fait, c'est une véritable récupération de la science moderne. Mais cette récupération donc de théories qui, entre autres, la théorie du Big Bang, qui donc est habillée de tout ce modernisme puisqu'elle se sert d'internet, de technologies les plus sophistiquées. Alors, je voudrais citer à ce propos comment le grand Mohammed Harkoun, grand penseur disparu il y a quelques années, spécialiste de l'islam, qualifiait ce concordisme musulman, il parlait de manipulation fantaisiste. Donc, cette récupération de la science, en fait, ne vaut pas pour toute la science. Elle ne s'applique pas à certaines théories, en particulier les théories scientifiques qui ont pour objet l'origine de l'homme. Et cette théorie, donc, qui a pour objet l'origine de l'homme, l'évolution des espèces, c'est la théorie de l'évolution biologique qui est combattue par les créationnistes et néo-créationnistes américains et que les extrémistes religieux musulmans ont adopté depuis un certain nombre d'années et qui est devenu très accessible sur Internet. Donc, à côté du concordisme musulman, la toile déroule les attaques contre la théorie de l'évolution. Alors, on peut penser qu'effectivement, c'est normal compte tenu de l'attachement au texte sacré. Mais en fait, un petit retour sur l'histoire, c'est toujours important de revenir à l'histoire. C'est ce qui nous permet de comprendre aujourd'hui l'évolution, les déviations, etc. Et donc, un retour à l'histoire nous montre un certain nombre de penseurs du monde musulman qui ont réellement défendu l'idée que les êtres vivants, on peut décrire l'évolution de la vie sur Terre comme effectivement une sorte de gradation des espèces. Et le premier qui en a parlé, donc en termes d'islam, c'est Al-Jahd. Al-Jahd, donc c'est un savant Mu'tazilite. Mu'tazilite, c'était l'école rationaliste très influente au 8e et 9e siècle. Et donc ce prosateur, Al-Jahd, a écrit un magnifique livre qui est traduit dans un certain nombre de langues qui s'appelle Le livre des animaux. Donc ça, c'était au 9e siècle. Vous voyez, Al-Jahd a bien travaillé la question et justement, il donne sa vision de l'évolution des êtres vivants. Et cette vision continue au cours des siècles jusqu'au 14e siècle. C'est Ibn Khaldoun, le grand historien, le père de la sociologie, parle de cette évolution des espèces. Ibn Khaldoun, que l'on pense être tunisien, algérien, disons qu'il est maghrébin. Donc ce grand savant parle de l'évolution des êtres vivants d'une manière très précise et j'incite les auteurs à... Je reprends un paragraphe de son fameux livre Al-Muqaddima, les prolégomènes, où il parle de cette évolution des espèces. Il distingue les différents niveaux, il repère une transformation de certains êtres en d'autres et donc il décrit le processus graduel de la génération qui aboutit à l'homme doué de pensée, de réflexion, qui vient après le monde simiesque. Donc vous voyez ce que pensait Ibn Khaldoun au XIVe siècle et on en est arrivé dans le monde musulman aujourd'hui à copier-coller ce qu'écrivent les créationnistes évangélistes anglo-saxons. Alors quand je dis copier-coller, en fait pas tout à fait, parce que dans le monde musulman, il n'y a pas la théorie de la terre jeune.
donc des 6 à 10 000 ans. Donc, les créationnistes musulmans font l'impasse sur l'histoire de la Terre, l'âge de la Terre. Mais vous voyez que finalement, dans le monde d'aujourd'hui, on se rend compte que les fondamentalistes d'Ouest et du monde musulman s'allient. C'est une alliance qui est paradoxale, mais c'est une alliance qui se traduit donc par cette défense du créationnisme, par cette attaque contre la théorie de l'évolution. Elle se traduit aussi quand il s'agit du statut des femmes. Là, on voit aussi les fondamentalistes des deux côtés, en fait, cette alliance paradoxale. Alors, pourquoi c'est important de dénoncer cette alliance? Parce que, en fait, les victimes, ce sont nos enfants. Parce que ces fondamentalistes s'attaquent à l'école. Et un peu partout, j'ai parlé des fondamentalistes, en fait, aux États-Unis, mais l'Europe aussi a été menacée un certain nombre d'années, un certain nombre de pays, l'Italie, la Pologne, l'Angleterre, l'Allemagne, et je donne des exemples précis parce que, en tant que scientifique, pour moi, la science est universelle et le monde des scientifiques, c'est une communauté qui traverse les frontières. Et donc, nous avons un combat commun à mener. C'est une des raisons qui m'a amené à écrire ce livre, La science voilée, parce que ce que je voudrais défendre, c'est cette belle aventure scientifique, cette belle aventure de la pensée qui n'a pu se réaliser qu'avec la liberté que les gens ont conquis durement, au prix de douleur, au prix de procès, au prix de condamnation, au prix je cite souvent Giordano Bruno qui pour avoir plaidé l'infini des mondes a fini sur le bûcher à Rome en 1600. Donc, encourageons nos jeunes à vivre l'aventure scientifique en étant libérés de tous les tabous, libérés des contraintes et considérons que la science ne peut être que l'aventure des esprits libres et critiques.